La pression, putain. Ok. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous écoutez Mardi, Mardi. Mardi. Je suis Ellie, l'animateur de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai l'extrême privilège, l'ultime honneur, d'avoir deux invités. Deux invités extraordinaires. Bulle, comment tu vas? Ben, très bien, et toi? Bah, super bien. Présente-toi un petit peu pour ces auditeurs qui ne nous connaissent pas encore. Eh ben, je m'appelle Bulle, Bulle Prévost. Mhm. J'ai 22 ans et je suis actuellement en stage dans une maison d'édition qui s'appelle Le Dilettante. Et mon plus gros problème, c'est que j'aime en avoir un avis sur tout et rien en même temps. Et en parler pendant des heures. Eh ben, ça va être parfait pour ce podcast. Ravi que tu sois là, Bulle. Juliette, ça va? Coucou, bah salut Bulle, salut Ellie. Salut Juliette. Ouais, ça va, ça va. Alors, présente-toi un petit peu. Alors moi comme Bulle, ben j'ai le même âge, 22 ans. Et comme Bulle, malheureusement, j'aime bien avoir un avis sur tout. Et en plus, j'aime bien parler de sujets que je ne maîtrise pas en faisant croire que je les maîtrise. Mais malheureusement, heureusement plutôt, parce que qui dit mardi midi dit le meilleur de la discussion, de la réflexion et du mardi. C'est une émission produite par Ellie Oliven. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ce tout premier épisode avec un thème passionnant qui nous a été proposé par Victor Font, Alias Vicou. alias Vicou, qui n'est autre que la naissance physique est-elle la vraie naissance? Sujet passionnant. Donc là, on va mettre un jingle, voilà, exactement, un jingle de musique stressante. Alors, la naissance physique est-elle la vraie naissance? J'aimerais commencer par toi, Bulle. Comment d'abord est-ce que tu as pris ce questionnement? À quoi tu as pensé immédiatement? C'est Quand une t'as super entendu cette bonne question parce que moi, à la base, quand j'ai entendu naissance physique, j'ai trouvé que ça faisait un peu pléonasme. Mhm. Parce que pour moi, le mot naissance, il est hyper lié bah, au physique. Et le fait qu'on oppose le mot naissance physique Enfin, qu'on oppose le mot physique au mot naissance, ça m'a un peu fait réfléchir et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était simplifier le terme de naissance, de dire qu'il n'y en avait qu'une et qu'elle était physique. Et que finalement, le terme de naissance, ça va avec plein de trucs. Et je me suis demandé, et d'ailleurs j'en profite pour vous poser la question maintenant qu'on est là, est-ce que le terme de naissance va avec le terme renaissance ou est-ce que là, on est complètement en dehors du sujet, quoi? Alors, on va en parler parce que je pense que c'est dans le sujet et je pense même que c'est plutôt important. Ok, Mais cool. avant ça, parce que ce serait un petit peu anticipé, toi, Juliette, à quoi ça t'a fait penser ce premier questionnement proposé par Victor Font? Je pense, dans un premier temps, ce que je me suis demandé, c'est que si on parle pas de naissance physique, c'est de quel autre type de naissance on parle. S'il s'agit d'une naissance spirituelle, une naissance artistique, une naissance sensible, une naissance pensante. Enfin, en fait, on l'oppose à d'autres types de naissances. Mais ça m'a rappelé aussi un autre truc. C'est une distinction qu'on peut faire entre exister et vivre, finalement, qui sont deux verbes qui exprimeraient comme ça un peu la même chose et qui, je pense, qu'on peut questionner à travers la question de la naissance physique. Parce que exister... est-ce que exister, c'est la première fois où justement, comme disait notre ami Lucas, dire moi, être genre s'affirmer comme sujet pensant, et est-ce qu'au contraire vivre, c'est vraiment être au monde, genre être un être biologique. Et je pense que cette question, elle soulève cette problématique-là. Est-ce qu'on est au monde? Est-ce qu'on vit au monde? Est-ce qu'on existe? Et la question de la renaissance, j'avoue que moi, je n'y avais pas pensé de prime abord, mais c'est assez intéressant. Ouais. Alors, avant de parler de la renaissance, avant de parler des différents autres types de naissance, la naissance de la conscience, la naissance artistique, la naissance du moi, etc., j'aimerais vous poser d'abord une question simple pour délimiter un peu notre sujet. Racontez-nous votre accouchement. Pas encore. C'est quoi la naissance physique? Bulle. Est-ce que c'est simplement le moment où... Enfin, le cri primal La naissance physique, ouais, moi j'aurais tendance à le placer hyper prosaïquement sur le côté tu sors de ta mère, bim, Ouais. t'existes, quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment la première respiration, donc en fait le premier cri, enfin, ce qu'on appelle le cri primal en fait. Ouais, moi je suis assez d'accord avec et ça. qui est un cri qui est, je trouve, d'une force hyper
intéressante, c'est enfin, notre premier geste au monde qui en fait s'affirme par la voix. C'est quand même ce truc où on vérifie que l'enfant est bien vivant par ce cri-là, que son premier souffle qui lui fait sortir un truc de son corps qui doit être, je pense, assez effrayant en tant que maman, parce que on n'a jamais eu l'occasion, Bulle et moi, mais si un jour ça arrive, peut-être qu'on n'a pas envie que notre bébé pour la première fois sorte un cri qui est un cri puissant, c'est un cri du corps, quoi, un cri de... Et j'ai un prof de philo d'ailleurs qui avait utilisé ça pour faire une analyse du tableau d'Edouard Munch qui s'appelle Le Cri, et qui justement pour lui c'était une parfaite réécriture de ce cri primal. En plus, il est chauve dans le tableau. Je sais plus. Oui, il est Genre chauve comme un nourrisson. Mais alors... moi, ce que je trouve ouf avec cette histoire de cri, j'y reste 2 secondes, c'est que, comme tu dis, ça vient aussi c'est la première respiration. Ouais. Et je trouve ça dingue qu'on soit obligé avant de respirer, d'être obligé d'expulser une sorte de truc hyper primal, genre tu c'est une expansion en fait, et ensuite tu respires et bim, ça y est, t'existes. Alors, c'est dingue. Je vais y aller un petit peu avec mes gros sabots. Il y a plein d'autres thèmes à aborder, mais déjà il y en a un qui est assez intéressant, c'est que vous décrivez la naissance physique comme le moment où on sort du ventre de sa mère. Juliette, tu dis ce cri qui nous fait exister, etc. Est-ce qu'on n'existe pas avant de sortir du ventre de sa mère? Alors ça, c'est une question que personnellement je me suis posée, et moi j'ai Alors évidemment, il y a toutes les thématiques de l'avortement, etc. qui se glissent moi, derrière. Elle me dérange pour les fausses couches, les avortements, elle me dérange dans son côté réactionnaire, dans la mesure où alors est-ce qu'au stade embryonnaire on a une forme d'être existant. Ça me dérangerait mais c'est vrai que la question peut à juste titre se poser. Moi je pense qu'en termes hyper personnels, mais c'est parce qu'encore une fois, comme j'ai jamais eu d'enfant et que j'ai jamais été enceinte, c'est une question hyper compliquée pour quelqu'un qui aborde le sujet de façon extérieure, mais tant que moi j'ai pas une sorte de visuel, en tout cas ces côtés d'un être existant en dehors de ma personne ou en dehors de la personne en particulier, j'ai du mal à la considérer comme une entité existante en elle-même. Mais c'est vrai que qui est dans le ventre de sa mère, elle va faire toucher son ventre parce que l'enfant donne des coups. Et d'ailleurs, il y a un stade où on va vraiment parler d'enfant en fait. Genre on va passer de l'embryon à j'ai un enfant dans le ventre. Quand le cerveau se développe. Franchement, je sais pas. Bon, alors, si vous voulez bien, comme vous avez l'air plutôt d'accord, et surtout comme ce sujet a déjà été beaucoup de fois débattu, sur à partir de quel moment on considère un embryon comme un enfant ou pas, à quel moment on a le droit donc d'avorter, ou à quel moment ça revient en quelque sorte à assassiner un être humain, je vous propose qu'on exclue complètement ce sujet de notre thématique d'aujourd'hui, surtout parce que le sujet nous disait bien la naissance physique et non pas la naissance cellulaire ou embryonnaire. Ce sur quoi Victor Font avait bien raison. Parce qu'on lui a posé la question, et oui, le saviez-vous, on lui a posé la question de savoir ce qu'il entendait par naissance physique et il a immédiatement évacué la naissance cellulaire. Ça nous arrange. On vous remercie. Pour respecter les choix de Victor Font, on va donc passer immédiatement à la naissance peut-être plus métaphysique. La question de la renaissance. Peut-être une naissance après la naissance physique, mais j'anticipe un tout petit peu le débat quand même parce que c'est intéressant pour que vous ayez des clés pour vous préparer un petit peu pour la suite. Peut-être naît-on aussi avant notre naissance physique? Alors, j'ai une remarque à faire, car c'est probablement une des seules statistiques scientifiques que je connaisse et que je vais pouvoir... Jingle des statistiques scientifiques. Les stats, c'est génial. Okay. Il me plaît beaucoup ce jingle. Eh bien alors, le saviez-vous, c'est le quart d'heure scientifique. On a toujours ce problème quand on est, par exemple à notre âge ou même avant, on a du mal à se souvenir de ce qui nous arrive avant un certain âge. Alors ça varie selon les personnes. Il y en a qui ont des souvenirs avant leurs 2 ans, d'autres qui n'en ont pas. Il y en a, ça commence à 4 ans. Bon, c'est à peu près dans ces eaux-là. On exclut les traumatismes et autres qui marquent. Ça s'explique scientifiquement parce que quand un enfant sort du ventre de sa mère, c'est un peu comme les dents de lait, ou comme les cheveux, ou comme la couleur des yeux, il n'est pas fini. Et la mémoire d'un enfant n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'il a une pré-mémoire qui dure du moment avant qu'il sorte du ventre de sa mère, je dirais, c'est pas moi qui le dis, c'est scientifique, mais genre à 8 mois de grossesse, jusqu'à ses 2 ans, et à ses 2 ans, il se crée une autre forme exactement, de mémoire. Sa mémoire se renouvelle, ce qui fait que c'est comme un disque dur, on efface tous les souvenirs qu'on avait de notre naissance et même de notre pré-naissance dans le ventre de notre mère, ce qui explique
pourquoi on oublie tout. Et moi, je pense que c'est une question hyper importante parce que est-ce qu'on considérerait pas que c'est une forme de naissance ou de renaissance, cette fameuse mémoire définitive qu'on acquiert, qu'on a tout le reste de notre vie après ça. Parce que c'est une forme de... Est-ce que vous pensez qu'on gagnerait à retrouver cette mémoire qu'on a entre 8 mois et 2 ans? Qu'est-ce que ça nous ferait de s'en souvenir tout d'un coup? Moi, je pense que si le corps fait en sorte qu'on ne s'en souvienne pas, c'est que je me méfie toujours de ces espèces de recherches scientifiques de ce qu'on a manqué, fait, dans une logique presque de performance, de rentabilisation des choses, machin. Si on s'en souvient pas, on s'en souvient pas, je sais pas. C'est dommage parce que oui, on perd des souvenirs, mais en même temps, est-ce que c'est... Pourquoi on s'en souvient pas? Pourquoi notre mémoire a été faite de telle sorte pour qu'on ne s'en souvienne pas? Et alors moi, j'ai une théorie, mais encore une fois, ça reste théorique. Jingle théorie. Les théories. Connaissez-vous le stade du miroir? C'est quoi, Bergson? Vous m'arrêtez si je me trompe, il me semble que c'est Bergson. Freud, si je dis pas de conneries. Bergson, mais bon. Il me semble que c'est Bergson, mais ça c'est à vérifier, hein, on regardera nos sources plus tard, qui dit que il y a que un enfant jusqu'à un certain stade, et étrangement ça va avec cette fameuse mémoire définitive qu'on acquiert, il a à peu près le même stade cognitif qu'un animal. Un animal de base, un mammifère. On part sur un mammifère classique, quoi. Le tapir. Le tapir, par exemple. Prenons le tapir. C'est un mammifère, le tapir? Aucune idée. J'imagine, non? Partons sur le tapir. C'est pas un oiseau, c'est pas un poisson. Hein. Ouais, mais enfin, l'ornithorynque, c'est un mammifère. Bah si, le tapir aussi. Mais il pond des œufs, non? Ah, le tapir? Mais non, l'ornithorynque. Ce sera le sujet de l'épisode numéro 3. Je me suis égarée, Le tapir est-il un mammifère comme les autres? Alors, prenons l'exemple du tapir mammifère et d'un enfant. Jusqu'à un certain stade, ça c'est Bergson qui le dit, mais je crois que c'est assez vrai, ils ont le même rapport au monde et au moi, jusqu'à ce fameux stade du miroir où l'enfant, en se regardant dans un miroir, se reconnaît comme sujet. Il arrive à dissocier sa personnalité et l'image qu'il a en face de lui. Et ça concorde assez étonnamment avec cette idée de mémoire définitive. Et du coup, on pourrait considérer que la naissance, qui est pas physique, mais une forme de naissance, une naissance humaine, plus que physique, au-delà de tout ce que ça a de naturel, ça pourrait commencer à partir du moment où un individu se reconnaît comme sujet, pensant, agissant, etc. etc. Ouais, c'est le moment où l'enfant arrête de parler de lui à la troisième personne. C'est ça. Et dire Antoine veut faire du manège. Ouais, c'est ça. Pourquoi je dis Antoine, je pourrais dire tapir, mais. Cette tendance-là. Ouais. Mais qui est accentuée aussi par les parents, que je trouve archi malsaine d'ailleurs, de dire. Il y a des parents qui disent « Ah, bébé, il va faire ça. Mais ça, c'est l'angoisse. C'est hallucinant, je trouve. C'est l'angoisse. D'essayer d'extraire la personnalité de l'enfant de son propre corps, justement, c'est trop bizarre. Mais alors, ici, à ce moment-là, en gros, la conscience de soi, le moment où on peut dire « je », où on peut dire « moi », où on se reconnaît comme individu propre et différent des autres, en gros, toi, Bulle, tu le prendrais comme critère de la véritable naissance. Ouais, parce que moi, je pense qu'il y a une vraie différence qui s'établit entre la naissance physique et la naissance de la pensée, parce que, après c'est une conception hyper personnelle, mais j'ai tendance à me dire qu'à partir du moment où tu as une naissance pensée, existentielle presque, même si tu es évidemment conditionné par un tas de choses, genre l'éducation, etc., tu as quand même une forme de personnalité qui se dégage dès ce moment-là, dès tes 3-4 ans. Ça me fait penser à ce que nous disait notre ami Lucas, donc j'ai évoqué tout à l'heure, qui disait que je ne sais plus qui avait commencé à compter les années de son enfant, et donc pas s'aligner sur le calendrier de l'état civil, de la naissance, machin, et a commencé à compter les années à partir du moment où il avait dit je crois que c'est ça qu'il disait. Ah oui, ça me dit quelque chose. Pourquoi pas? Après, moi je trouve que c'est un peu bête et qu'il faudrait s'aligner sur ce que fait tout le monde, parce que c'est impossible de compter ses propres formes d'années et tout machin. Et ce que tu disais sur la naissance, à partir du moment où on commence à avoir conscience de soi et tout machin, finalement c'est même, il y en a qui vont beaucoup plus loin en disant oui, c'est à partir du moment où tu as conscience de ton propre engagement au monde, pas du fait d'être sujet machin, mais de vraiment comprendre que tu es là pour faire changer quelque chose dans le monde. C'est toute
ce qui se retrouve dans la littérature engagée ou des trucs comme ça, et de dire que c'est à partir du moment-là qu'on est, EST, pardon, on est, et que du coup, c'est une forme de naissance et tout. Et juste parenthèse débile, ça me fait penser à la chanson de France Gall qui dit quand même résiste, prouve que tu existes. Qui est quand même, je trouve, une phrase assez forte quand même. Ah ouais. Mine de rien, ça a l'air de rien. Donc et la France Gall, résistance ou l'engagement comme France Gall preuve est d'existence. pas la plus. Ça, c'est pas. C'est pas Oh si, c'est Sartre, une référence. mais, Si. Dans Mardi, France Gall Ouais, est et une une référence. bah voilà, bah résiste, Aussi prouve fondamentale que que tu ça. existes. Et je trouve une forme de réponse à la question que Lynn Et nous a alors, posée quand même. Ça, Juliette, tu penses qu'on peut le dater ou que c'est propre à chaque individu? Je suis pas très familière, enfin je l'évoque, je le soutiens pas forcément, D'accord. donc je sais pas trop. Bon, alors, je vais quand même me faire un petit peu l'avocat du diable parce que c'est mon rôle. Si on considère en gros la naissance, la vraie naissance, comme le moment où la conscience de soi arrive, ou même quand la conscience d'un engagement ou d'être au monde, ou de devoir avoir une action sur le monde qui est de résister ou de s'engager, est la vraie naissance. Donc c'est un critère un peu cognitif, mais si on prend par exemple un critère moral, ça voudrait dire par exemple, à moins que je caricature, que tuer un bébé d'1 an serait pas tuer une vraie personne ou un vrai être humain. Si on prend par exemple la naissance en tant que, disons, individu juridique, sur le plan juridique, tu es une personne, tu es un individu, et donc à ce moment-là, te tuer, c'est commettre un meurtre et tuer un autre individu. Alors, encore une fois, moi je vais parler d'un point de vue hyper personnel qui va peut-être être un petit peu extrême, mais là je Pour l'avortement et pour le meurtre des bébés qui Exact. n'ont pas encore dit je. Non, là j'exclus Le évidemment tout ce qui progressisme est... à son apogée. J'exclus tout ce qui est affectif, parental, amical. Je parle d'un point de vue de, par exemple, du fait divers. Moi j'apprends qu'un enfant d'1 an s'est fait congeler ou découper ou noyer. Bon, c'est horrible, on est d'accord, objectivement c'est un peu atroce. Mais je préfère largement qu'un bébé soit congelé que d'apprendre que quelqu'un de 12 ans a été congelé. Parce que encore une fois, c'est hyper idiot, parce que, enfin hyper idiot. C'est une mémoire que j'ai plus, mais j'ai tendance à me dire dessus dans les commentaires. Ouais, au moins, tu sais, ça fait du buzz, ça fera pas... C'est ça le fait bad du buzz, buzz. c'est Ouais, c'est le le bad buzz. profil. J'ai tendance à me dire que... même si... Ça, en fait, c'est horrible, hein, mais pour moi, un enfant d'1 an, il a effectivement à peu près... Oh là, c'est horrible ce que je veux dire. Il a à peu près le même statut existentiel qu'un animal. C'est horrible. Un tapir, parce que je pense qu'il a une vraie souffrance. Non, mais je nie pas du tout la souffrance physique de cet enfant, mais je pense qu'il n'a pas ce rapport existentiel à la peur, à l'existence et à la vie que peut avoir quelqu'un, mais enfin je dis 12 ans, en vrai on peut même s'arrêter à 5, hein, ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, un enfant d'1 an qui meurt, je pense que la souffrance, elle est vraiment hyper parentale. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Même si c'est Je te remercie. très extrême. Ouais. C'est pas On est quelque border chose- là. C'est pas quelque chose que je souhaite. Ce qui est en train de se passer dans Mardi Madi est absolument épique. On a du fascisme progressiste. C'est horrible. génial. C'est horrible. Et je le défends pas et je l'excuserai jamais. Le meurtre jamais, d'enfant. jamais. Mais quel que soit l'âge et tout. Jamais. Non, mais jamais je l'excuserai. Jamais. Jamais, mais jamais de la vie. Mais je comprends. C'est horrible. Il est horrible ce merde. Non, je suis Mais je d'accord avec toi. comprends ce que veut dire Bulle. Après, le souci, c'est qu'à partir de quand Ouais, c'est là où ça déconne. à partir de quand on l'accepte alors? Ouais, Non, on l'accepte plus, je veux dire, à partir de quand on l'accepte plus? Et parce que même un enfant de 6 mois, c'est un potentiel enfant de 6 ans, tu vois. Ah, mais complètement. Mais c'est pour ça que finalement, je pense que la législation médicale là-dessus, enfin, moi personnellement, je lui fais entièrement confiance parce que moi, étant pour l'avortement, etc., il y a un stade où, au-delà d'un handicap ou d'une maladie grave pour l'enfant, t'as plus le droit d'avorter. Et ça a été ratifié par des médecins, la communauté scientifique, qui a dit à partir du moment où le cerveau de l'enfant se développe suffisamment, et donc il y a une histoire de mémoire, de nerfs, de reconnaissance de la douleur, de l'amour, de la souffrance, on considère que c'est un individu, et ça arrive avant la naissance physique, c'est-à-dire à 8 mois de grossesse à peu près. Et c'est là où la femme n'a plus le droit d'avorter par choix, et à partir du moment où l'enfant est tué, alors...
je sais pas si ça fonctionne jusqu'à sa naissance ou quoi, mais on est dans un cadre juridique de meurtre et on tue un individu. Et là-dessus, en vrai, juridiquement, c'est hyper important que ça existe parce que Non, mais dans ces cas-là, j'ai bien compris que vous ça niez va pas pas, le fait qu'un enfant de 1 an soit quand même un individu, etc. Mais que selon vous, il n'y a pas forcément une importance moins grande, mais un impact peut-être moins grand, au sens où peut-être cet individu serait peut-être moins conscient de la souffrance qu'il est en train de subir. Après, ou du le fait geste qu'il- reste tout aussi horrible. Ok. moi je parlerais d'individu social à ce moment-là. Oui. Maintenant j'invente des mots, mais pour moi l'enfant, jusqu'à ce qu'il ait cette fameuse conscience personnelle et cette affirmation de son existence de soi, moi je le considère comme un individu social, dans le sens où, parce qu'il a une vision humaine, un rapport humain et un comportement humain, on le considère comme humain. Mais ce rapport d'homme à homme, d'existence à existence, de conscience à conscience, je l'aurai plus tard. D'accord. Je le considère arriver plus tard. D'accord. Là, je pense qu'on ne va pas non plus s'attarder sur la question juridique de l'assassinat, etc. Mais, C'est horrible. mais on est, disons, sur des formes de naissance. Alors pour l'instant, on a parlé un petit peu de la naissance un peu sociale, surtout cognitive ou de conscience, etc., qui viendrait se situer après la naissance physique. Si on prend d'autres types de naissance, c'est-à-dire ce genre de moment où un individu peut te dire c'est à ce moment-là que je suis vraiment né, à ce moment-là que ma vie a vraiment pris un sens. Tu sais, on connaît ce discours un peu cliché, ce discours amoureux. Avant de te rencontrer, je n'existais pas. Alors, Iggy, on sait que toi, tu connais ce genre de discours amoureux. Bulle et moi, je sais pas si on est. Ce dont je vous parle ici, c'est en gros une forme un petit peu de révélation. Ouais. Une révélation qui pourrait arriver à Un choc. 6 ans, comme pourrait arriver à 40 ans. Ouais. Ce genre de révélation, comme en gros une seconde naissance. C'est-à-dire qu'on nie pas qu'on est né avec la naissance physique ou avec la prise de conscience de soi-même, mais qu'il y aurait comme une seconde naissance qui serait aussi importante. Ouais, alors pour Que moi, la ça naissance relève physique. vraiment de la métaphore de la naissance. C'est-à-dire que c'est de la naissance, mais du coup, métaphorique. Quelqu'un qui, par exemple, a mené ce qu'on va dire, entre guillemets, plusieurs vies. Mais plusieurs vies, il n'en a mené qu'une. C'est qu'il a des épisodes de vie. Genre, j'ai vécu 15 ans au Sénégal, après j'ai vécu 30 ans à Londres, puis je suis allée en Pologne pendant 30 ans. On va dire qu'il a eu plusieurs stades de vie et potentiellement plusieurs rencontres, plusieurs événements, des enfants, j'en sais rien. Et du coup, on va dire peut-être que lui va dire qu'à chaque fois, il est dans un stade de renaissance parce que de reconstruction de vie. Mais pour moi, c'est vraiment c'est poétique, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Pour ça, c'est relégué au stade strictement Pour moi, de la métaphore. pour moi, la naissance, c'est ce qui fait débuter la vie. Et du coup, c'est quelque chose qui lance un processus linéaire et qui est continu, quoi. Qui est pas saccadé. On monte pas avec des ciseaux et on coupe la machin. Ne monte pas sa propre... Enfin, elle se... Mais alors, ce qui est intéressant quand même dans cette thématique, c'est que je pense pas qu'il faille comparer tous les types de naissance à l'aune de la naissance physique et justement voir si la naissance physique, c'est vraiment l'étalon à avoir comme étant la vraie naissance. Ça veut dire que, en gros, bien sûr qu'on naît pas 2 fois. On ne naît biologiquement ou physiquement qu'une seule fois. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, et comme on le dit depuis le départ, la naissance, ça peut se comprendre d'autres manières. Et c'est peut-être aussi le moment où tu comprends que tu as quelque chose à faire dans ce monde. Et de ce point de vue-là, il y a un truc un peu philosophique, un peu existentiel. Il y a le moment où tu es, parce que tu nais, et il y a le moment où tu te mets à exister véritablement. Et il y a des gens qui pourraient te dire que la naissance, en réalité, leur naissance physique est complètement contingente. Enfin, on s'en fout complètement, si tu veux. Oui, ils sont nés en 1988, mais leur vie jusqu'à leurs 30 ans n'a été d'absolument aucune utilité. En revanche, leur vie a pris un sens. À ce moment-là, c'est pas simplement leur vie a commencé. Le plus important, c'est peut-être le moment où ça a pris un sens. Au moment où ils ont eu une révélation, un choc. Mais ce qui inclut, cette naissance-là, elle inclut, en fait, ce qui est assez marrant, une mort de l'ancien type de naissance, Ouais. enfin, de l'ancien type de vie qui a été fait, qui a été débuté par une naissance biologique. Soit la mort de l'ancienne vie, soit en tout cas la mort de la conception de la naissance physique comme étant la naissance absolue, le moment de commencement, l'étalon. À ce moment-là, ça remet aussi un peu en question la notion qu'on a de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut voir la vie, là on s'écarte un petit peu, et Mardi m'a dit de dire quelque chose d'autrement plus existentiel, mais est-ce qu'il faut concevoir la vie comme
simplement le fait que ton organisme soit vivant, donc ne soit pas mort, que tes organes continuent de fonctionner, ou ont commencé à fonctionner à un instant T, à la date de ta naissance, ou la vie comme quelque chose de plus métaphysique, le moment où tu commences à exister véritablement, où tu résistes. Et pour moi, justement... Merci France Gall. Merci France Gall. Alors vraiment, d'ailleurs, c'est peut-être... comment il s'appelle Merde... Michel Berger. Ouais, c'est peut-être Michel Berger, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, France Gall, Michel Berger. Parce que je termine juste une seconde. Ouais. Si on conçoit la vie comme vraiment quelque chose de biologique, à ce moment-là, on se différencie pas totalement du tapir. Oui, et d'ailleurs, comme disait cet autre groupe dont je viens d'oublier le nom, Born to be Alive. Hein. Born to be alive. Oui. Ce qui Born to be c'est alive. très intéressant parce que l'anglais ici peut nous éclairer. To be born, Mm. avec l'accent propice en anglais de Mardi Madi, to be born, c'est pas nécessairement to be alive. Mais c'est comme en français, hein. Ouais, Naître être en et vie ou être vivant. Exister, vivre. Être vivant, ouais. c'est un nature vivant. Ah ouais, bien sûr. Et un exemple assez frappant que j'allais dire de culture populaire, mais finalement, c'est peut-être péché de dire ça. Mais Peccato. mais Jésus-Christ. Ah putain. Parce que c'est la double naissance. Ah Je veux ouais. dire, Mort et ressuscité. La résurrection, c'est la double naissance physique, tu vois. Bon, après, Avant et après les péchés, du coup. bah, Est-ce que c'est la double naissance physique ou la naissance physique puis la naissance spirituelle? C'est lié. bah, aucune idée, parce qu'il y a eu une naissance spirituelle avant la résurrection. Enfin, je veux dire, il a été considéré déjà comme... Enfin, j'en sais rien, je parle d'un sujet que je ne maîtrise pas, mais il me semble qu'il était quand même reconnu pour tous ses miracles avant Mais c'est pour ça qu'il s'est fait buter, d'ailleurs. Bah oui, avant de mourir, puis de ressusciter, quoi. Mais cet exemple de la résurrection, il est assez... Ouais. Et il est d'autant plus intéressant que, à moins que je me trompe, au moment où il naît de nouveau, il n'est plus en tant qu'être humain. Il naît en tant que le fils de Dieu, et donc il a une existence en gros mais est-ce qu'il n'était un pas peu partagée. considéré avant comme le fils de Dieu? Bah, c'est pour ça qu'il s'est fait tuer. C'est parce qu'on lui, il se rétorquait fils de Dieu, prophète, etc. Et c'est trop drôle que ce soit moi qui sois en train de parler de l'histoire biblique quand même. Mais bon, bref, passons. Et comme c'était... Parce que dans Mardi Madi, même si on est pour l'avortement, on peut quand même citer Jésus-Christ. Et on Et aime c'est bien ça Jésus. qui est Mais beau parce avec que... De Nazareth. Mardi. Non mais comme je disais, je pense que c'est un bon exemple de culture populaire, Jésus-Christ. Parce que mine de rien, on peut passer le stade... Enfin, on peut mettre à l'écart le domaine religieux et juste l'utiliser comme phénomène culturel, Jésus-Christ. Bah, Vraiment. complètement. Sans Non, mais, maîtriser... Mais il s'est fait tuer, enfin il s'est fait crucifier, Dieu et son âme hein, d'ailleurs, mais parce que c'est drôle ce que je dis. Pardon, je viens de... Parce qu'il se rétorquait fils de Dieu, et du coup les autres, les païens, ça les a énervés, donc ils l'ont crucifié, et en fait, bim, il revit. Et là, effectivement, je pense que là tout le monde est assez d'accord pour... D'où résiste... prouve que tu existes. Mais Alors- par contre, moi j'ai une petite question, après on arrête de digresser. Je suis pas sûre. On va dire que ce mot existe dans Mardi Madi. Dans Mardi Madi, le mot digresse existe. Il s'applique au tapir mammifère. Il est devenu quoi après Jésus? Ah, mais tu ne suis pas sur Twitter, il y a masse de livres dans son... Non, sans déconner, il s'est passé quoi avec Jésus après? Parce que moi, je me suis arrêtée à Marie-Madeleine. Hein. Moi, je me suis arrêtée à... Qui c'est lequel? C'est Thomas qui croit que ce qu'il voit? Non Ouais, C'est ça exact. C'est Saint Thomas, exact. C'est Saint Bah, Thomas. et qui, du coup, j'avais lu une... Touche la plaie du Christ, Oui, là. voilà, qui Ouais. touche et qui, en fait... Qui Ouais, enfonçait il dans le s'est droit tableau dedans. de Caravage. Et justement, ce tableau de Caravage qui Sur le avait nerf. été analysé comme genre vraiment le doigt dans le flanc Ah du Christ, ouais. comme la pénétration. Ah ouais, mais en plus, il est un peu dégueu, ce tableau. Hein. Ah ouais, mais Ouais, il est d'une force. Ah ouais, la lumière et tout, mais juste la petite plaie, là. Alors, Oui, juste- donc, Pour se recentrer un petit peu. Donc, Saint Thomas, c'est on a pour dit qu'il y toi. avait certaines choses parfois qui, en un sens, pouvaient être une deuxième naissance et qui pouvaient éclipser un petit peu la naissance physique. Ce serait quoi pour vous ces choses? Est-ce que vous pouvez me citer des exemples ou plutôt, est-ce que je pourrais vous citer des choses et j'aimerais bien connaître votre avis pour savoir si, selon vous, c'est des choses qui pourraient vraiment être l'objet d'une véritable renaissance. Allez, votons à Alors, main levée. on citait l'exemple de l'amour tout à l'heure. Ouais, L'amour. non. Enfin, moi, c'est catégorique. J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question. Stéphanie de Monaco. Est-ce que rencontrer une personne et tomber amoureux totalement de cette personne à un point fou peut être vu comme une deuxième naissance? Alors, moi, non seulement je dis non, mais j'ai des arguments. Hein. Je Alors, suis pas Alors moi, catégorique. je dis non et j'ai pas d'argument. donc, Alors, Ah. je le tente, puis vas-y, tu complètes. Alors, moi, je pense que non, parce que
Mais après, c'est une vision hyper personnelle de l'amour, mais moi j'aime bien penser que justement, ce qui est super beau dans l'amour, c'est que c'est pas une nouvelle naissance, c'est que tu apprends à vivre avec la personne d'un côté. Et Chaque donc, être existe séparément. voilà, et c'est-à-dire que si tu veux, on peut parler de la naissance d'un couple, parce qu'un couple a une identité à part entière, qui se construit à deux au fil du temps, machin. Mais ce que je trouve super beau, c'est que justement, tu prends une personne qui est née, qui est née, qui a du vécu avec une autre personne ou sans autre personne, et qui, en tombant amoureux, justement, genre, accepte tout ce passif. Et n'a pas besoin de renaître, tu ne renais pas à chaque amour. Tout comme, mais voilà, ça va avec ce côté, un amour ne meurt jamais, tu vois. Enfin, c'est très poétique. Non, mais je suis assez d'accord avec toi, je pensais juste à la fameuse phrase de Jodassin, puisque Jodassin fait partie de nos références comme France Gall, et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Ouais, bah ouais. Ça va se transformer en scène découverte. D'accord, donc oui, évidemment, les deux êtres existent séparément. Et, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Oui, si, je le crois. Moi, je le vois assez comme ça. Bon, alors, je suis sûr qu'on pourrait rétorquer énormément d'arguments opposés, mais bon. C'est notre émission, ici. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Malheureusement, on est d'accord. Au thème suivant, l'art. Alors ça, le choc esthétique comme naissance, je pense que c'est... Moi, ça me parle plus, déjà. Pourquoi Juliette. Allez. Moi, j'en ai eu un de choc esthétique, mais là, je me suis pas dit, je nais. Tu n'as pas poussé un cri comme si tu sortais du ventre de ta mère? Non. Mais par contre, je pense que c'est quand même... C'est quoi ton choc esthétique, si je peux me permettre? Ouais, alors c'était il y a... J'en ai peut-être eu avant, hein, mais c'est celui dont je me souviens le plus et qui, je pense, a marqué une nouvelle période de ma vie dans laquelle je suis actuellement. Donc, écoute, c'est formidable. Ouais, c'était l'année de l'ouverture de la fondation Louis Vuitton. Donc, si je ne m'abuse, ça devait être en 2013. Donc, ça remonte à 5 ans à peu près. Et en gros, j'étais allée voir l'expo avec ma mère. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais c'était immense tableau et magnifique, et vous savez très bien que j'ai un attachement particulier à celui-ci, c'est la danse de Matisse. Il se trouve qu'en plus mon grand-père habite en Nice, j'allais très souvent à Nice, et il habitait en face du musée Matisse, donc c'est un musée que je fréquentais mais tout le temps. J'y allais peut-être 2 fois par an, et franchement depuis je fais ça pendant 10 ans quoi. Et il n'y a jamais eu ce tableau-là. Il y avait ces collages, ces nus bleus et tout machin. Mais il n'y a jamais eu la danse de Matisse. Et je l'ai vu en vrai pour la première fois. Et c'est un tableau que je connaissais, que j'avais vu sur Internet, que j'avais vu dans les livres et tout. Ah, c'est pas la même chose. Hein. Mais effectivement, quand Walter Benjamin. Ah oui. Bah oui, quand tu te retrouves en duel, en fait, l'œuvre et toi. Et que en plus, il se trouve que ce jour-là, il n'y avait personne à la fondation de Louis Vuitton. Je ne sais pourquoi. Mais c'était génial. Et il s'est passé un truc qui pour moi est tellement... en fait, j'aurais même pas de mots pour l'expliquer parce que c'était un truc intérieur. Et la seule chose que j'ai trouvée, et c'est André Malraux qui dit ça, c'est le choc esthétique. Et je pense qu'il s'est passé ça parce que depuis ce jour-là, je suis tombée folle dingue de ce tableau. Donc tu parlais de l'amour tout à l'heure, peut-être une forme d'amour aussi, hein, mais qui est bizarre quoi, enfin c'est pas l'amour entre deux personnes, mais c'est une espèce de chose où t'as l'impression d'avoir une relation à l'œuvre quoi, enfin hyper étonnant. Après j'ai pas eu ce truc de c'est une nouvelle naissance, mais ça a marqué le début d'une période Mais en quoi ce tableau, alors que t'as eu un choc esthétique, c'est une chose que t'as eu un vrai choc en le voyant, en quoi ce tableau t'a vraiment changé fondamentalement? Je pense c'est un tableau que je trouvais avant banal, et face auquel je me suis dit, non. Et ça m'a ouvert un champ de réflexion et un champ de... sensibilité. Ouais, un champ de sensibilité vis-à-vis de tout l'art moderne, mais vraiment... Parce que justement, ce que je me demande, c'est que toi, Juliette, l'art, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ta vie. Et donc, que ce tableau ait changé ta vision de l'art, c'est une chose hyper importante pour toi. Ouais. Parce que l'art occupe une place importante dans ta vie. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui ne s'intéresserait pas à l'art pourrait avoir un choc esthétique ou artistique et que l'art puisse vraiment changer sa vie et pas changer sa vision de l'art? Il pourrait, et je le souhaite à tout le monde parce que c'est une sensation très très agréable, mais je suis pas dans une mystification de l'art, c'est-à-dire que je pense que ça peut arriver dans un autre domaine que de l'art. Ça pourrait très bien quelqu'un qui aurait une autre passion, dans ce champ de passion il pourrait avoir une révélation, et
Après, est-ce qu'on considère que la musique c'est de l'art? J'allais dire la musique, donc c'est un peu compliqué parce que ça pourrait être considéré comme de l'art, mais il y a des gens qui ont des révélations avec des morceaux de musique ou moi j'en ai une avec la littérature, si on de la littérature. peut enchaîner Mais là-dessus, pareil, ça reste dans ce champ un peu Bien sûr. artistique, c'est un peu compliqué. Mais comme on Faudrait parlait trouver un exemple de naissance totalement, esthétique, à la limite ça fonctionne. Ça reste dans le domaine, dans le domaine Ce esthétique. serait hyper bien, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui justement aurait eu un choc. Et arriverait à le décrire. Ouais, et qui soit un choc qui relève vraiment de l'esthétique, mais qui soit pas propre à ce qu'on qualifierait, nous, un peu classiquement, d'œuvre d'art. Ouais. Et alors je termine juste avec une dernière question à Juliette et ensuite ça va permettre d'embrayer sur toi, Bulle, avec la littérature. Comment, après avoir vu ce tableau, tu t'es mis à voir ta vie d'avant? C'est-à-dire à quel point quand tu dis, je te cite, ça a entamé une nouvelle étape de ma vie, quel regard tu jettes sur l'étape d'avant? Bah... Avec quelle radicalité, Ouais. en fait, tu dresses une séparation? Finalement, c'est pas assez radical. Hein. Encore une fois, moi, je pense que c'est assez linéaire. D'accord. Et que si c'est arrivé, ça devait arriver. Et que, voilà. Et c'est pas une rupture, mais Mais c'est c'est une juste... bifurcation. Ouais, ou voir une ouverture, en fait. Mais... Alors là, comme vous le voyez pas, Juliette vient de tendre ses mains vers l'avant. et Tel de un les- estuaire. Tel un estuaire. Et elle les avait au début rapprochés et elle les a écartés comme Tel ça. un estuaire. Tel un estuaire. On devrait filmer les podcasts, en fait. Non, pas du tout. La réponse est non. Mardi m'a dit. Mais je sais pas trop comment répondre à ça. Mais, Alors, ouais, non, je sais pas. Bulle, toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir une expérience similaire avec la littérature? Alors, oui, Jean-Pierre. Non. Élie, pardon. Merci. Oula, je confonds. Oui, tout à fait, parce que moi, j'en ai eu un. Alors moi, c'était un peu plus récent que Juliette, mais finalement, à un an près. Moi, sans surprise, c'est quand j'ai découvert Albert Camus. Ça, Voilà, donc ça, on pouvait s'en Enfin, c'est douter. surprise pour nous, mais pour tous les auditeurs qui nous écoutent, Pour les c'est une tapirs, révélation. c'est une Peut-être révélation. une deuxième naissance. Alors, pour comprendre le choc esthétique que m'a provoqué Albert Camus, il faut justement repartir de cette vie d'avant Albert Camus et cette vie après Albert Camus. Moi, j'ai été une enfant extrêmement angoissée pendant longtemps parce que, d'ailleurs, je sais pas exactement pourquoi, pendant très longtemps, et je m'en souviens, je devais avoir entre mes 10 et mes 13 ans, j'ai eu des angoisses existentielles, mais dramatiques, qui ont été provoquées par tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que j'avais une peur panique de la mort, mais qui s'alliait avec tout un tas de questionnements existentiels, genre qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi je suis née, pourquoi moi pas une la crise autre. d'adolescence, quoi. Voilà, mais moi elle a commencé tôt, hein, c'est-à-dire que vers 8-9 ans déjà j'avais conscience que j'allais mourir et qu'il Mais allait rien se finalement, passer. juste une parenthèse. La crise d'adolescence comme renaissance, c'est assez intéressant. Hein. On va en parler juste qu'on- après. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle aussi. Permettez-moi juste de citer Daniel Balavoine, qui est quand même une Oh autre yes, référence de de Mardi Mardi Madi. Madi. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je crie? Le cri de la naissance. Hein. Pourquoi je pleure? C'est pas pourquoi je ris. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Ouais. Ça marche. Merde. Ah putain. Pourquoi Ça je y est. ris? Ouais. Non, ça va. Pardonnez-moi, Eratum de Mardi Madi, pourquoi je ris? Alors, pardon, continue. Oui, donc ayant C'est été bien une comme on peut enfant... enchaîner avec les sujets ultra tristes et sérieux et des sujets super prosaïques et drôles. Ayant été une enfant très angoissée, donc, mais par un tas de trucs, hein, c'est-à-dire je voyais un film catastrophe, c'était la fin de ma vie, j'entendais mon père qui se plaignait de sa perte de cheveux, il allait mourir, je voyais un animal mort, c'était la fin, enfin vraiment je trouvais des signes un peu morbides et de remise en question existentielle partout, et j'avais ce truc de, voilà, le côté hyper, mais on a tous eu, hein, c'est pas original, mais le truc de qu'est-ce que je fais là, à quoi je sers, pourquoi j'existe, bon, et ça c'est un truc qui m'a vraiment hyper occupée pendant un bon bout de temps. Et à cette époque, comme dans tout esprit un peu jeune et adolescent, tu te dis ça se terminera jamais, je vais être désespérée toute ma vie. Et j'avais un peu ce truc qui m'énervait de me dire, mais ouais voilà, on n'a qu'une vie, ça fait chier d'être super déprimée pour tout et n'importe quoi à tous les moments de ma vie. Et je suis tombée sur Albert Camus, donc ça a commencé par Caligula quand j'étais en première. Et l'été de la terminale, j'ai lu Le Mythe de Sisyphe, donc c'est assez relié.
Et en fait, dans la théorie absurde de Camus, j'ai trouvé en fait toutes les réponses à mes questions existentielles que je me posais depuis un paquet de temps. Mais vraiment, ça a été un beau moqueur, quoi. Et en fait, moi, je parlerais justement de naissance artistique parce qu'il y a eu ce truc où j'ai eu l'impression que c'était pas vraiment une vraie renaissance, mais il y avait ce truc du je suis née et maintenant je suis en paix avec non seulement ma vie, mais aussi ma mort. Et donc pour moi, je considère que c'est un peu une forme de seconde naissance parce que sans ce mec-là, je pense que toute ma vie, j'aurais été hyper paumée et je me serais toujours posé la question de finalement pourquoi je suis née. Et là... C'est hyper bien ce que tu dis. Et ça me permet de répondre maintenant à ta question. Mais c'est ce que je me suis dit, que ça allait peut-être t'aiguiller. C'est que finalement, ce tableau de Matisse, il a permis une chose, c'est l'affirmation de mes goûts. Et l'affirmation de mes goûts, comme, je dirais pas comme, c'est pas ma naissance, mais si je peux faire la rupture entre le avant et le après, je dirais que j'ai eu une révélation qui a permis d'affirmer ce que j'aimais dans la peinture. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ce soit pour toi Juliette, pouvoir affirmer ses goûts après cette espèce de révélation, et pour toi Bulle, faire la paix en gros avec un peu la condition humaine de tout homme, qui en un sens te permet aussi, donc cette paix, en gros, de maintenant te mettre à vivre comme individu singulier. Voilà, c'est maintenant que tu as fait la paix avec cette condition universelle de l'homme, de pouvoir t'affirmer comme individu propre, on revient encore une fois avec la naissance non pas en tant qu'être humain, mais en tant que simplement personne singulière, quoi. Et ok, super intéressant, on va pas s'arrêter là, contrairement au signe que vous me faites, parce que je pense qu'on a encore quelques petites choses à dire. Oui, et une envie de pisser. Ce serait dommage d'arrêter mardi. Oh, tu peux y aller sans problème. Okay, il y a aucun il est dans sa transition, t'as au moins 2 minutes, quoi. Il n'y a aucune règle pour mardi. Mardi. Donc on va faire maintenant une petite page de pub. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Retrouvez-nous sur audible.fr. D'ailleurs, c'est les assez livres audio. drôle. Parce que moi, Audible, quand je le lis, j'ai envie qu'on dise Audible. Alors on dit Audible. Ah. Enfin, on dit Audible. Ça dépend qui dit. Okay. Mais il est possible de dire Audible pour les États-Unis et en France pour faciliter, si tu veux, l'accès au site de la part des usagers qui ne parlent pas tous anglais. On dit Audible pour que ce soit plus simple pour eux pour y aller plutôt que Audible. Ils seraient tentés de taper des choses un petit peu loufoques. En termes de pub, je peux vous imiter le tapir mammifère. On écoute. On écoute l'imitation. C'est donc sur ces bonnes paroles que, après cette page de pub, on revient à notre podcast. Donc extrêmement intéressant cette idée de choc, cette idée de pouvoir s'affirmer comme individu singulier. Et alors c'est étonnant quand même, est-ce que c'est qu'une coïncidence? Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, j'aimais bien ton idée, Juliette, de ne pas mystifier l'art, que vos deux chocs soient quand même un choc esthétique en relation avec une œuvre d'art. D'un côté un livre, d'un côté un tableau. C'est quand même assez intéressant. On a évoqué l'adolescence. Donc là... Adolescente pirate. Notre idole. Dans Mardi m'a dit notre idole. C'est quand même assez fascinant la question de l'adolescence, parce que là, cette fois, on revient sur une problématique, disons, physiologique ou physique. Alors, il y a de quoi dire. Vaste sujet, alors, disons, pour réduire la chose, allons droit au but. Ouais. Pour toi, Juliette, plutôt que de parler en général, est-ce que toi, ton adolescence, pour toi, a sonné le corps, le tocsin d'une nouvelle naissance? Waouh. Ok, c'était super. Yes. Non, mon adolescence, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une période de crise d'adolescence. Avec le recul, je me rends compte que si, mais sur le moment, je l'ai pas vécu comme tel. Vraiment, pas du tout. Enfin, c'est vraiment quand je repense ma relation avec mes parents, qui étaient la figure d'autorité au moment de l'adolescence, où je me rends compte que oui, il y a eu crise, quoi.
crise vestimentaire, crise de goût, crise musicale. Je pense que ça accompagne tout ça. Physique aussi, j'imagine, comme physique, douce. puis un corps qui change. Un corps qui change, qui fait quand même fondamentalement partie de notre identité. Ouais, on a parlé sûr. juste de la conscience tout à l'heure, qui intervient avant Bah, c'est la naissance métamorphose physique. d'un Mais nouveau corps, et en plus c'est un corps c'est le corps de femme, quoi. Enfin, Ouais. c'est c'est ça. Pour nos 2 interlocutrices que nous sommes. Voilà, oui. Pour nous, oui, C'est évidemment, aussi- mais je pense que c'est applicable au corps d'homme, Bien évidemment. sûr. Au-delà du genre, je pense que c'est aussi le moment où tout simplement notre corps se manifeste un petit peu pour la première fois à nous. Je mange la dernière date. Vas-y, Vas-y, vas-y. je- Alors certes, on peut ressentir la douleur, peut-être des formes de plaisir, etc. avant, mais c'est quand même le moment où notre corps nous dit un petit peu oh, Ouais. je suis là, Oh. et je fais partie de toi, Ah, c'est Oui. chaud, hein. et il faut pas m'oublier. C'est C'est chaud. quand même une période assez. Pardon. Assez. Rot, je t'en prie. On va essayer d'être discrète, putain. J'ai eu un relon. C'est une période assez ingrate. Hein. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Toi, Bull, est-ce que tu vois l'adolescence comme comme vraiment un moment charnière Grave. au sens d'une nouvelle naissance ou plus comme un jalon Alors, de la vie? mais encore une fois, là, c'est une expérience qui est hyper perso, donc en plus, ça vaut ce que ça vaut, mais... Alors, moi, ça se voit pas comme ça, mais avant mes 14 ans, et je pense que je peux vraiment le dater, avant mes 14 ans, ça a été un peu l'angoisse, parce que, hormis toutes mes angoisses existentielles, j'étais pas très bien dans ma peau, et ça, par contre, pour le coup, c'est un truc que je ressentais à l'époque, mais que, comme tu dis, a posteriori, je me rends compte encore plus. Parce que je vivais mal mon corps, je me trouvais pas jolie, et à côté de ça, j'étais extrêmement timide, j'étais hyper réservée, et je sens et je ressens aujourd'hui que j'avais un rapport aux autres qui était hyper... je vais pas dire malsain parce que c'est pas vrai, mais pas du tout le même rapport que j'ai aujourd'hui. Et je me souviens très bien qu'à 14 ans, je me suis coupé les cheveux. Alors déjà, ça a été une révélation. J'ai perdu du poids et je me suis affinée et ça y est, j'ai eu des seins, j'ai commencé à sentir qu'on me regardait, j'ai commencé à me trouver jolie et ça allait avec le... L'animateur va aux toilettes. Non, Oh, mais putain. transparence quand même. Ouh là 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 là, là on est en chute libre là. Et ça allait avec le rapport aux hommes du coup. Et c'est là où j'ai commencé à sentir un regard particulier sur moi, à comprendre qu'en fait je pouvais plaire, etc. Et donc en termes de naissance, pour relier au sujet, moi l'adolescence, je sais pas si on peut encore une fois parler de naissance, mais comme tu dis métaphoriquement, je pense que pour moi ça a été un cap où je me suis dit non seulement je me plais, mais je peux plaire. Et toute cette période où je m'écrase, où je me laisse malmener, où je me laisse vivoter, elle est terminée. Et maintenant, finalement, tu passes d'enfant à plus enfant. Quoi. Mais parce que, tu sais, il y a des enfants qui ont été... Il y a toujours eu des meneurs. Moi, j'ai jamais fait partie de cette catégorie, donc j'en sais rien, tu vois, mais... T'as des gens, t'as l'impression que finalement, de leurs 10 ans à leurs 15 ans, ils ont suivi une suite logique. Quoi. Moi, j'ai vraiment senti une rupture du genre, je me sens mal dans ma peau et je suis hyper introvertie à, en fait, je peux être extravertie et les gens vont quand même m'aimer. Et même plus m'aimer et plus me remarquer et là, ça marche. Voilà. D'accord, donc deuxième naissance, pas forcément, mais quelque chose d'extrêmement important pour toi. Ouais. Naissance, je pense que là, on peut parler de naissance métaphorique. D'accord. Et d'autres exemples éventuels de choses qui auraient pu marquer nos vies au point d'être qualifiées peut-être de naissance. Peut-être, tu parlais de Camille tout à l'heure, est-ce que pour vous, l'engagement politique, ça pourrait être une deuxième naissance? Oui, mais pas forcément l'engagement partisan, quoi. Enfin, en gros, c'est-à-dire juste la conscience que il se passe des choses et que c'est sur ces choses-là qu'on peut intervenir ou de décider volontairement de ne pas intervenir. Moi, je suis vraiment partisane du ne pas intervenir est une intervention. Hein. Je veux dire, la décision de ne rien faire est un acte en soi je partage ton politique assez fort, même si moi-même je le conçois, c'est pas quelque chose que je fais, mais je peux le concevoir. Effectivement, je pense que oui, l'engagement est une forme de naissance. C'est le moment où on prend en compte vraiment qu'on n'est pas seul, quoi. Enfin, qu'on est avec les autres, quoi. Et plus qu'avec les autres, on est quand même dans un monde avec un certain nombre de problématiques qu'il faut prendre. Et que même notre vie doit se conditionner à ce monde, quoi. Et à ses libertés, ses restrictions, quoi. Ouais, je suis d'accord. Toi, Bull, t'en penses quoi?
Je crois que je suis un peu plus mitigée sur le sujet. Mais je saurais pas vous dire pourquoi. Non, c'est juste que moi, quand j'ai commencé à me sentir concernée par la politique et à m'engager politiquement, je l'ai pas vécu comme une rupture avec mon mois d'avant. Du coup, c'est un peu pour ça que j'ai un peu de mal à le considérer comme une naissance. Je l'ai plus vu comme une sorte de suite logique, genre j'étais pas prête, maintenant je suis prête, et je l'ai pas senti comme une rupture vraiment. Alors peut-être parce que j'étais finalement assez sensible aux mêmes trucs sur lesquels j'ai pu mettre des mots plus tard, et que du coup j'ai eu l'impression de suivre une forme de continuité, une sorte de conscience sociale qui est devenue conscience politique, ou conscience personnelle qui est devenue politique, mais je l'ai pas vécu, mais c'est encore une fois comme tu disais, parce que probablement je suis pas j'ai pas un engagement politique au sein d'un parti, au sein d'une cause particulière, qui fait que du coup en vrai je donne pas de ma personne. Mais après on peut penser naissance par rapport à, enfin il y a plein d'ados qui commencent à justement avoir une conscience politique, un engagement à ce moment-là, pendant leur adolescence, et des fois par rejet complet de leur éducation familiale, de tradition familiale, de tradition politique, et qui du coup sont dans une vraie forme de naissance. Enfin, moi je vois par exemple dans ma famille, il y a eu des grosses ruptures, et mon grand-père qui était de tel coin politique et son fils du coin complètement opposé, et je pense que ça a été une vraie naissance de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, et moi je pense ça. Ouais, c'est une affirmation, une affirmation personnelle, quoi. Je pense qu'il faut quand même faire une différence entre tournant, rupture, moment charnière, et le terme de naissance qui est quand même extrêmement fort, parce qu'à la base la naissance physique c'est de passer en gros du néant, du non-être à l'être. Il y a quand même un truc extrêmement radical où on n'est pas dans une bifurcation, on n'est pas dans ce genre de choses, il y a un changement total, c'est-à-dire, enfin je pense, après j'ai sûrement tort, qu'au-delà de l'usage métaphorique du terme naissance, concevoir un événement comme une naissance, c'est presque être capable de dire avant je n'existais pas. Alors moi j'ai une idée à proposer qui me vient, c'est l'idée du traumatisme. Parce que moi je pense que, alors là pour le coup, moi je pense qu'on peut parler d'une naissance, voire d'une renaissance, et en termes hyper forts, à la fois mental et physique. Moi je pense que le principe du traumatisme, il fonctionne très bien là-dessus. Ou d'une mort. D'une mort. Bah, en fait moi ça va avec, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu nais, comme tu dis, tu viens du néant, donc soit tu nais du néant, soit tu viens du néant et tu nais, soit tu meurs et tu renais. En tout cas, il y a une idée de rupture un événement très tellement forte. fort qu'on passe vraiment d'une chose à une autre qui sont radicalement différentes. Et je pense que le traumatisme, enfin dans ma conception, je pense qu'après un traumatisme, il peut y avoir une nouvelle naissance qui est pas forcément radicalement différente de la personne que tu étais avant, simplement peut-être même, et je trouve ça assez fort, d'une forme de réalisation de ce que c'était que la naissance. De se dire genre, ok, là j'ai 20 ans, ou j'en ai 12, ou j'en ai 23, mais là je suis née là. Là, parce que je suis passée à ça, et je fais un signe avec mes doigts pour montrer qu'il y a peu d'espace. Je suis passée à ça du chaos ou du néant, et en fait là je suis née. Mais je pense que dans l'idée de naissance, excepté la naissance physique, il n'y a pas forcément l'idée d'une rupture totale de la logique de ta vie, qui suit quand même un déroulement, et il y a certains actes qui s'expliquent ou de moments qui s'expliquent qui sont dans la continuité, mais vraiment une rupture plus psychologique ou spirituelle. C'est-à-dire, ok, tel événement s'explique, j'ai un choc esthétique, mais je ne suis pas quelqu'un d'autre que la personne que j'étais avant, mais je suis quand même passé d'un stade à un autre totalement différent, quoi. Le traumatisme, c'est intéressant. J'aimerais évoquer avec vous, et ça va nous permettre d'embrayer vers une petite autre partie de notre questionnement, à la religion. Est-ce que pour vous, une conversion pourrait être une forme de naissance ? Dans la mesure où si la nouvelle religion, enfin la religion pour laquelle on se convertit, implique une nouvelle forme de pensée qui est radicalement différente que la pensée d'avant, moi oui, je suis assez convaincue que c'est une nouvelle forme de naissance, ouais. Après, j'aurais pas d'exemple. Par exemple, moi, j'en ai un. C'est ce genre de personne qui... R.I.P. Diams, dans nos cœurs. Ah ouais. Enfin, Diams, moi je suis mitigée sur Diams. Non, mais je veux dire... Sujet sensible. Non, mais c'est sujet sensible. Non, mais je suis d'accord, je rigolais. C'est le genre de personne qui souvent de célébrités, qui après s'être converti change de nom. Oui, c'est pour ça. Ah oui, bah c'est à ça que je pensais. Tu vois, genre Cat Stevens, je sais plus quel nom il a pris après s'être converti. Youssouf Islam. Parce que moi, Diams, j'associe une espèce de forme de burn-out
à cause de la musique, la célébrité trop rapide et tout. Et en même temps, une conversion à l'islam. Et on a tout mis sur le dos de l'islam, alors que pour moi, c'était juste un ras-le-bol général. Bon, ça va avec tout, je pense. Ouais, mais ouais. je prends l'exemple parce que c'est un exemple Ouais. drôle. Enfin, drôle, non, mais marquant. Mais oui, Youssouf Islam, ça marche. Ouais, mais je suis assez Ça, je d'accord savais avec pas que Juliette. Cat Hein. Stevens, Ah jouait. ouais, c'est chaud. Ah ouais. Et puis Non, il a je arrêté de savais pas. chanter en plus. En fait, quand je disais religion, je voulais parler aussi de toute forme de spiritualité, Ouais, ce ouais, qui mais je inclut suis rentrer dans complètement une d'accord. Je pense secte. que Ouais, bien sûr. Ouais, après, secte, je maîtrise moins le sujet, mais. Non, mais ça va avec l'idée d'une sorte de spiritisme omnubilant. Oula. C'est un néologisme que l'on Je sais compte pas. comme étant un vrai mot dans Mardi. Oui, pour moi, c'est. Oui, si, je pense que tu peux considérer que tu as une seconde naissance avec la religion, ne serait-ce que parce que tu reconsidères et que tu admets, mais profondément, hein, quelqu'un qui se convertit, il accepte tous les dogmes, tu reconsidères complètement ce que représente la vie, la naissance et la mort. Donc, je pense que tu es obligé de renaître d'une Mais autre d'ailleurs, manière. t'en as plein qui considèrent qu'avant leur conversion à telle religion, ils étaient des mécréants, des pécheurs, des machins. Oui, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un avant. Et puis, Oui, il y a oui, t'as les raison. deuxièmes Oui, vies, oui. Et puis qu'il y a maintenant cette nouvelle existence C'est qui un- va racheter les Oui, péchés et de l'ancien. puis- Et puis, ça va être des repentis. Ouais, Mm, voilà. mm, mm, mm. Alors, à vous écouter, en fait, la naissance physique n'a pas tant que ça un privilège gigantesque sur nos existences et sur nos vies. Puisque, apparemment, il y a quand même une multitude d'autres choses qui peuvent qui peuvent être qualifiées de naissance. Ouais, globalement, ouais. Mais alors, ce que je remarque concrètement, et ça va me permettre, le dernier sujet qu'on a abordé, la spiritualité, ça va me permettre d'embrayer sur un nouveau pan immense qui s'offre à nous. Oh là là. Oh là là. Depuis tout à l'heure, on parle d'événements ou de choses qui se passent après la naissance physique. Oh putain. Mais selon certaines spiritualités, Mhm. euh, Mm, mm, mm. le bouddhisme ou l'hindouisme par exemple, Oh, comment je sais où il va. on est avant notre naissance physique, on a des vies antérieures. Les vies antérieures. Oh, je l'attendais celle-là. Alors Je selon l'attendais vous, pas. encore une fois, j'attends pas forcément de vous que vous débattiez en termes généraux, je veux avoir votre avis à vous parce que vous êtes quand même mes invités et c'est vous qui m'intéressez. En fin de compte, le thème, je m'en bats la race. On coupe, on coupe. Cette spiritualité, c'est vie antérieure. Ouais, vaste sujet. Hein. Juliette. Oh putain. Et ouais, je t'ai coincé. Ouais, tu m'as coincé. Les vies antérieures. Moi, c'est vraiment une idée que j'ai du mal à. Ça rentre pas dans ma tête, quoi. En même temps, en un sens, c'est l'Occident qui a du mal à admettre cette idée, Ah ouais, mais et moi, je suis un pur produit occidental. dans hein, certaines donc, civilisations, c'est tellement normal. Ah ouais, mais j'ai vraiment du mal à penser comme ça, quoi. C'est comme si tu me disais que, je sais pas, le bleu était pas bleu, quoi. Enfin, Et alors, t'as jamais eu le sentiment d'avoir vécu quelque chose dans une vie antérieure ou que cette vie te rappelle une non, autre non, vie moi, ou, j'ai trop l'impression qu'on construit des choses. ou d'avoir été tous les quelqu'un jours, d'autre quoi. que Juliette? Ah non. Non, franchement, et même me dire que je vais mourir après et me demander ce que ma pensée va devenir après, ça m'angoisse. Enfin, Une fourmi. mais c'est tellement Un personnel. tapir. Un tapir. Un tapir, mais très certainement un tapir que je souhaite. Est-ce que tu te vois avoir vécu une vie de tapir? Non, non, Non. non, non. D'accord. C'est au-delà de mon système. C'est au-delà de ton système de pensée, de Ça ton va. entendement. Ah oui, oui, ça va. Ça te dépasse complètement. Ouais, ça me dépasse. Toi, Bulle. Et alors moi, autant ça me dépasse grave aussi, autant c'est un concept qui m'a toujours un peu plu. Même si j'arrive pas à y croire et pourtant des fois Ah j'essaie, ouais, tu vois. ça m'angoisse. Hein. Moi ça m'a toujours un peu Je me plu. dis, j'aurais pu être Hitler, quoi. Tu vois Je me dis Ouais, des trucs Ouais, horribles. En fait, je me dis, ouais. j'aurais pu faire ça, j'aurais pu, je sais pas, être un personnage immonde. Et moi je me demande souvent, Mais en alors je sais même temps, pas. t'aurais pu vivre des trucs de ouf, tu vois. Ouais, Ouais, grave, grave. j'aurais pu juste T'aurais pu être être Jules un César, tapir, tu vois. quoi, ou être Jules César, ouais. Moi je sais pas pourquoi, si je devais avoir une vie antérieure ou une vie après, je sais pas pourquoi, à chaque fois je me représente dans un végétal. Ah. Parce que. Parce que c'est peut-être le truc qui nous semble le plus éloigné de nous. Ouais, bah grave, non mais parce que moi cette idée elle me fascine parce que justement comme disait Juliette, moi c'est un truc qui est pareil tellement extérieur, j'ai jamais eu cette impression de réminiscence genre oh mon dieu avant j'étais tel animal, telle personne, tel truc, mais j'ai toujours aimé flirter avec cette idée que dans 900 ans je serai un arbre. Intéressant que tu aies utilisé le mot fleur. Ouais. C'est intéressant.
Alors, les auditeurs scientifiques qui nous écoutent vont nous taper dessus, mais est-ce que tu penses que la mémoire dont tu as parlé au tout début du podcast, cette mémoire qui s'efface à 2 ans, est-ce que tu penses qu'entre, en gros, notre naissance et 2 ans, on pourrait avoir quelques souvenirs anciens vie d'avoir antérieure. été un cèdre? Franchement, Ah, un cèdre, moi j'aurais bien aimé. Hein. ouais, ou un olivier, quoi. Au-delà du fantasme, est-ce que vous y croyez? Non. Non, non. Moi, j'y crois pas, mais franchement, en plus, là, c'est hyper honnête, j'aimerais grave y croire. Franchement, c'est un truc, autant la religion, ça m'a jamais attiré, j'ai jamais considéré que ce serait chouette d'être religieux ou d'avoir... Mais ce truc des vies antérieures, je suis presque déçue de pas y croire parce que, je sais pas, moi, c'est un concept qui me plaît grave, quoi. J'aime bien me dire qu'avant, j'étais un tapir et que quand je vais mourir, je vais devenir un cactus. Tu vois, ou que j'ai été un romain, ou... En fait, j'ai plus de mal à m'imaginer me Comme réincarner un dans autre un être corps humain Mm. que dans un truc complètement aberrant, genre un grain de sable. Ouais, mais je crois que comme on a trop la conscience de la mort, on est toujours on a toujours tendance à imaginer qu'on a eu des vies avant ou qu'on aura des vies après. On a trop peur de ce... Bah oui, bien c'est sûr. le principe du memento mori, machin, souviens-toi que tu meurs. D'ailleurs, il y a souvent des souviens-toi de la fleurs mort, hein, je sais dans pas. les memento mori. Mais je pense qu'on est tellement insatisfait de notre durée de vie qu'on a tendance à penser qu'il y en a eu une avant et qu'il y en aura potentiellement une après, quoi. Donc tu penses que en gros cette spiritualité elle émane en quelque sorte d'une forme de peur, de la mort, etc. Ouais, mais après je voudrais pas insulter tous les gens qui pensent ça, hein, mais... Et alors à ce moment-là, est-ce que être en paix avec soi-même et avoir lu Camus par exemple, ça C'est moi, empêche les gars. de croire à ce genre de spiritualité? Accepter que Moi, notre ouais, moi, ça m'a vie complètement commence à bloqué. notre naissance et que notre vie se termine avec notre mort. Ouais, je pense, ouais. Moi, je pense que ça empêche et j'irais même jusqu'à dire que c'est super bien. Parce que du coup, il y a quand même cette idée, même si j'aime beaucoup les cactus, tu vois, il y a quand même cette idée de linéarité super cool. Et c'est pour ça, je pense qu'on peut boucler avec le début, de dire que genre, c'est chouette d'arriver à hiérarchiser son existence avec différents types de naissances, mais il y a quand même un truc qui est hyper beau dans cette idée de t'as une naissance et t'as une mort. Après, comment tu détermines ta naissance, ça, je pense que c'est assez propre à chacun, même si on a tous un peu cette idée de je suis sortie du ventre de ma mère, oui, mais c'était à 2-3 ans. Voilà, il y a un début, il y a une fin. L'expression intéressante de couper le cordon aussi. Ouais, grave. On n'en a pas parlé, mais finalement, on dit des fois d'un Un petit enfant... peu avec l'adolescence. Oui, mais on dit des fois d'un enfant de 6 ans, ouais, il a pas encore coupé le cordon. Ouais, Qui est le premier geste de, en fait... avant le dingue. de constitution Le comme, enfin, de te cordon. constituer comme un Bah ouais, un corps corps entier, différent des autres corps. indépendant des autres, quoi. Parce que finalement, le corps de l'enfant, il est quand même rattaché à la mère et, disons, sensiblement parce qu'il est à l'intérieur et physiquement parce qu'il y a un câble qui le lie, quoi. Et quand on le coupe, c'est un geste castrateur, même c'est le plus beau geste de liberté, finalement, de couper le cordon, je trouve. Et cette expression de couper le cordon qu'on pourrait utiliser des années après la naissance, elle est assez intéressante. En fait. Ouais. J'y avais pas pensé. Ben, je trouve ça cool. Sur ces magnifiques paroles, on va s'arrêter et notre discussion nous a emporté un petit peu loin, mais on a eu au moins le mérite de poser un certain nombre de questions et de soulever peut-être une question finale qui pourrait faire office d'ouverture et peut-être d'épisode 2 ou peut-être d'épisode 45 aussi, parce qu'on va pas s'attarder 1 milliard d'années sur cette question et surtout que cette nouvelle question est franchement un peu badante, mais la mort physique est-elle la vraie mort? Ta 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 ta. Bon, sur ces bonnes paroles et après maintenant 1h03 de podcast animé par moi-même, Ellie, et en compagnie de ses fameuses, extrêmement brillantes invitées Juliette et Bulle, on va arrêter cet épisode de Mardi. Et j'en profite à tous les auditeurs pour vous dire de vous abonner à notre page qui n'existe pas encore, mais qui va ne pas tarder à se créer. Ouais, sous peu. Et voilà. Et sur ce, on vous souhaite un très bon mardi soir, un très bon mercredi. Oui, Juliette. Et rendez-vous à la semaine prochaine. Et rendez-vous à la semaine prochaine avec Mardi. Bisous, ciao à tous. Raka